Savez-vous que la crise en Ukraine est en train d'enrichir un pays? Comme d'habitude, quand il y a des guerres comme celle-là, il y a des dessous de table qui se jouent. Et je vais aborder avec vous aujourd'hui un des aspects qu'aucun des médias n'aborde, un des médias mainstream bien sûr, pour voir avec vous simplement les dessous des cartes. Qu'est-ce qui se joue réellement sur le plan économique pendant cette crise? On va se rendre compte qu'il y a un pays qui est en train de positionner ses pions et qui se sert finalement un peu des autres pour ses propres intérêts. La guerre en Ukraine, ce n'est pas en fait une simple guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a beaucoup plus qui se joue là-dedans. Et je vais en parler avec vous au travers d'un organisme, l'OTAN. Il faut comprendre ce que c'est que l'OTAN, pas l'OTAN qu'on nous présente tous les jours là, pour comprendre comment est-ce que les États-Unis, parce qu'il s'agit de gagnent de l'argent même quand il y a des guerres. Et pourquoi est-ce que c'est un pays au final qui aime les guerres? Vous allez comprendre dans cette vidéo comment est-ce que les États-Unis se servent des guerres pour gagner de l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est que l'OTAN? On sait tous que l'OTAN a été créée en 1949 avec 12 pays fondateurs. Je vais les rappeler rapidement: la Belgique, le Danemark, le Canada, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni et bien évidemment les États-Unis, qui ont été rejoints par la suite par 16 autres pays au travers de 6 vagues d'élargissement successives. 52, 55, 82, 99, ça a été le début des problèmes. 2004, 2009. Pourquoi est-ce que 99, ça a été le début des problèmes? Parce qu'en 99, l'OTAN a accepté en son sein des pays qui appartenaient anciennement à l'URSS. Alors déjà, première question, quel est le but de l'OTAN? À la base, le but de l'OTAN, c'est de pouvoir créer une unité militaire qui consiste à dire que tous les membres de l'OTAN sont liés par un pacte qui stipule que si un membre de l'OTAN est attaqué, tous les autres membres de l'OTAN vont se dresser comme un seul homme pour combattre l'ennemi. Pourquoi est-ce qu'on a pensé à créer l'OTAN? On sort de la Seconde Guerre mondiale et il y a le foyer soviétique qui inquiète énormément les États-Unis. Il faut savoir qu'à la base, la divergence entre les États-Unis et les Soviétiques est une divergence idéologique, politique et économique. Les Soviétiques sont communistes et les États-Unis sont purement capitalistes. C'est eux qui ont créé le capitalisme et ils veulent le pousser partout dans le monde entier. Et on va voir dans une vidéo qui va paraître demain comment est-ce que le plan de Marshall, qu'on nous a présenté comme étant un plan d'aide, en réalité était un plan d'assouvissement de l'Europe, un plan d'asservissement, autant pour moi, de l'Europe, un plan de mise sous tutelle de l'Europe. Vous allez comprendre dans la vidéo qui va paraître demain pourquoi est-ce que depuis le plan Marshall, les Européens sont devenus les pantins des États-Unis. Et à chaque fois que les États-Unis disent droite, tout le monde va à droite, à l'exception du général de Gaulle. Et on sait très bien ce que ça avait coûté à l'époque. Mais bon, ça, ce sera pour demain. Aujourd'hui, je veux parler de l'OTAN. On va parler d'argent et des dessous de cartes. Ces dessous dont aucun des médias mainstream ne parle, même si ce que je vais dire là au final est connu. Alors, l'OTAN. Revenons donc à l'OTAN. L'OTAN, déjà, à la base, parce que la crise ukrainienne aujourd'hui, on le sait tous, hein, tire ses origines de la décision pour les États-Unis de violer un accord entre elle et l'Union soviétique qui consistait à dire que suite à l'effondrement de l'URSS et à la cession par l'URSS d'une de ses anciennes colonies, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, ont été réunifiées parce que l'URSS a accepté que l'Allemagne de l'Est rejoigne l'Allemagne de l'Ouest qui était avant séparée par le mur de Berlin. Et la condition, l'une des conditions, c'était que l'OTAN se limite à ça. On sait tous que dès 99, justement, c'est pour ça que j'ai parlé de 99 tout à l'heure, l'OTAN a violé sa parole et s'est de plus en plus rapproché de la Russie en prenant, à partir de 99, l'Hongrie, la Pologne, la République tchèque. En 2004, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovénie. En 2009, l'Albanie, la Croatie. Bref, on va voir qu'à partir de 99, tous ceux qui se sont rajoutés quasiment à l'OTAN étaient des anciennes colonies, je vais les appeler comme ça, soviétiques. Ce qui en réalité, finalement, sont des provocations de plus en plus grandes. Mais ce n'est pas de ça dont je veux en parler. Je veux qu'on parle de l'aspect économique. Parlons un peu de l'OTAN, donc, comme on ne nous en parle pas beaucoup. L'OTAN, c'est effectivement une unité militaire, mais l'OTAN a besoin d'un budget de fonctionnement tous les ans de 2 milliards. 2 milliards de dollars, ok? Dans l'OTAN, les différents pays mettent à disposition leur armée. Et l'OTAN, donc, pour pouvoir se financer, et ce sont les membres qui adhèrent à l'OTAN qui financent l'OTAN. Écoutez bien. Mais le financement, donc, se fait comment? Il y a une règle qui dit que chacun des pays doit mettre
2% de son PIB. Mais en réalité, personne ne respecte ça, sauf les États-Unis, qui dépensent plus de 3% par an. Alors attention, quand je dis ça, il faut bien être précis. Les pays doivent mettre 2% de leur PIB à s'armer. Comprenez bien cette règle. Hein? Pour entrer à l'OTAN, tu dois pouvoir consacrer 2% de ton PIB pour pouvoir t'armer. Et si vous vous rappelez, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a beaucoup pesté contre ça en disant que beaucoup de pays, notamment l'Allemagne, doivent énormément d'argent à l'OTAN parce qu'ils ne respectent pas leurs engagements. Ça fait des années que l'Allemagne ne met pas les 2%, ainsi de suite. Et il a fait beaucoup de bruit autour de ça, en rappelant que vous devez mettre 2% dans l'OTAN pour vous militariser. C'était ça l'utile. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est se militariser, ok, mais on paye les armes chez qui? Fondamentalement, se militariser dans l'OTAN veut dire acheter ses armes aux États-Unis. Donc en fait, les États-Unis ont créé un système dans lequel ils disent qu'ils vont protéger les États, mais à chaque fois qu'un nouvel État entre dans l'OTAN, il doit acheter ses armes aux États-Unis. Alors ce n'est pas dit comme ça, bien évidemment. Mais par exemple, prenez une des règles qu'il y a dans l'OTAN. Une des règles dit que pour pouvoir utiliser du matériel militaire, nucléaire, au sein de l'OTAN, il faut que ce soit validé par les États-Unis. Est-ce que vous imaginez un pays... D'ailleurs, je rappelle que la Turquie avait été évincée du commandement de l'OTAN par les États-Unis parce que même si la Turquie achetait ses armes aux États-Unis, elle a osé acheter du matériel russe. Dès que la Turquie a acheté du matériel russe, directement dehors. On les a mis dehors, ok? Parce qu'il y a une volonté pour les États-Unis de se servir de l'OTAN comme d'un espace dans lequel ils mettent en avant leurs armées et leur matériel. Aujourd'hui, par exemple, en termes de contribution, et je vais ensuite vous parler d'un scandale à ciel ouvert qui a lieu et qui est en train de se dérouler maintenant. Aujourd'hui, pour pouvoir faire partie de l'OTAN, les États-Unis sont le principal contributeur. Okay? Ils mettent 22,14% du budget de l'OTAN. L'Allemagne met 14,65%. La France 10,63%. Le Royaume-Uni 9,85%. Ainsi de suite, ainsi de suite. Même les plus petits pays qui ont rejoint mettent quand même une partie pour contribuer au budget de l'OTAN. Par contre, je veux que l'on regarde un tout petit peu un des cas pratiques de comment ça se passe. L'Allemagne, s'il y a bien un pays qui n'est pas très content des États-Unis dans l'OTAN, c'est l'Allemagne. Vous vous rappelez peut-être des affaires, des écoutes qui avaient été dévoilées par Snowden. On a découvert notamment que Angela Merkel, la chancelière allemande, était espionnée par les États-Unis. Angela Merkel a très mal pris ça. On est supposé être des alliés, n'est-ce pas? Mais les États-Unis espionnent tout le monde. Tout le monde. Ça, c'est pas ce qu'on fait avec ses alliés. Donc, la chancelière allemande, Angela Merkel, avait tellement mal pris ça qu'elle a décidé justement qu'elle n'allait plus faire de business avec les États-Unis. Vous vous rappelez par exemple que le projet qui consistait à aller chercher du gaz en Russie, Nord Stream 1, a été énormément combattu par les États-Unis. Parce que bien évidemment, s'il y a quelque chose que les États-Unis ne veulent pas voir, c'est l'Allemagne qui se rapproche de la Russie. Absolument pas. Parce que ces deux-là, s'ils se rapprochent, je vous rappelle quand même que l'Allemagne, c'était la première puissance à un moment donné. Hein. L'Allemagne, quand Hitler faisait ce qu'il voulait dans le monde, l'Allemagne, c'était juste un très gros truc. On parle de quelque chose qui date de moins de 100 ans. Donc, il y a encore des vestiges. D'ailleurs, en quelques années, l'Allemagne est redevenue première puissance européenne, alors qu'on l'avait complètement démolie quasiment pendant la guerre. Donc, c'est un pays très puissant. Et son union avec la Russie, qui est un pays qui a, lui aussi, des velléités de puissance et surtout des matières premières énormes, inquiète au plus haut point les États-Unis. Donc, le but des États-Unis, c'est de séparer ces deux-là. Donc, voir que l'Allemagne dépend à plus de 55% en termes d'énergie de la Russie, c'est quelque chose qui donne un mal de tête aux États-Unis. Et ils font tout pour empêcher ça. Mais quand Merkel a su justement qu'elle était épiée, je veux dire, la dame de fer a juste... voilà, c'était juste impensable pour elle, quoi. Donc, du coup, ils sont partis pour accentuer cette dépendance avec le projet Nord Stream 2. Je précise d'ailleurs que les Russes n'étaient pas favorables à Nord Stream 2. Ce sont les Allemands qui ont beaucoup insisté pour ça. Donc, du coup, on a fait Nord Stream 2. Donc, maintenant, quand on nous dit que les Allemands ont arrêté Nord Stream 2, mais les Russes n'ont jamais demandé Nord Stream 2. Les Russes ne voulaient même pas Nord Stream 2. C'est pas comme si on les punit en faisant Nord Stream 2. Ils ne voulaient pas à la base Nord Stream 2. Donc, revenons donc sur le côté financier. L'Allemagne, donc, suite à ça, décide que elle va investir 100 milliards
100 milliards d'euros pour se remilitariser. La première question qui me vient à l'esprit, c'est au nom de quoi l'Allemagne a le droit de se remilitariser et d'acheter des équipements nucléaires? Au nom de quoi, à peine 80 ans plus tard, après les affres que l'Allemagne a commis dans le monde entier, au nom de quoi l'Allemagne a le droit de se retrouver à se remilitariser? Moi, c'est une question que je pose. Ensuite, les 100 milliards, la France l'a excessivement mauvaise. Et là, vous voyez l'hypocrisie des médias. Personne n'en parle. L'Allemagne décide qu'elle va acheter les F-35. F-35, c'est l'avion d'élite américain. Pourquoi? Pourquoi pas un avion européen? Pourquoi pas le Rafale? Alors, techniquement, le F-35 est plus compétent. Juste que le F-35, c'est un avion qui ne marche pas. Vous vous imaginez mettre entre 100 et 130 millions de dollars pour acheter un avion militaire qui ne fonctionne pas? Ce que je dis là est très sérieux. Hein. Le F-35, c'est un avion qui a énormément de défauts. Aujourd'hui, par exemple, on a répertorié sur le F-35, il faut que je retrouve exactement, plus de 871 défauts sur cet avion. Et parmi lesquels 13 défauts de catégorie 1. C'est-à-dire que ce sont des problèmes qui ont une incidence opérationnelle. Et parmi ces défauts-là, on se rend compte que le F-35, quand il fait très froid, moins 34 degrés, il ne peut pas travailler. Quand il fait très chaud, il ne peut pas travailler, sinon il va se disloquer. On se rend compte que le radar fonctionnel ne peut pas travailler. Il ne peut pas voler longtemps quand on est en Mach 2. Sinon, il va s'exploser. Il va exploser en plein vol. Des parcelles de l'avion vont simplement partir alors qu'on a besoin qu'un tel avion puisse être surpuissant en termes de vitesse. On se rend compte que le viseur de l'avion n'est pas bon. C'est-à-dire que vous imaginez, vous avez un avion militaire, vous êtes en train de chasser quelqu'un, vous visez, vous tirez, et pouf, oh non, finalement, vous l'avez raté. C'est juste incroyable, incroyable. Et pourtant, les États-Unis, un avion qui coûte plus de 100 millions de dollars, ils sont parvenus à le vendre. L'Allemagne dit qu'elle va acheter 35, je crois que c'est 35 F-35, 35 ou 37, enfin une trentaine d'avions aux États-Unis. Mais comment est-ce possible? Comment on peut aller mettre autant d'argent pour acheter un avion qui ne fonctionne pas? Mais avant eux, les Pays-Bas, l'Italie, l'Australie, la Norvège, la Corée du Sud, le Japon, la Turquie ont tous acheté le F-35. La Belgique, le Danemark, la Pologne, les Émirats Arabes Unis et récemment la Suisse. Tous ces pays ont acheté un avion qui ne fonctionne pas. Vous voyez la puissance des États-Unis? Voilà. Et la France, la mauvaise, parce que la France a un avion, le Rafale. Moi, j'ai travaillé sur le Rafale quand j'étais chez comment on appelle, Snecma. Snecma fait le moteur d'avion du Rafale. Le Rafale, c'est un avion super, c'est un très bon avion. Le seul pays en Europe qui a acheté les Rafales, c'est la Grèce. Le reste ont tous acheté l'avion américain. Pourquoi? Parce que les États-Unis vous disent que... Alors attention, l'un des avantages du F-35, c'est que c'est un avion qui peut bombarder, qui peut prendre sur lui des charges nucléaires. Donc c'est un avion qui peut... vous chargez le F-35 avec des missiles nucléaires, vous pouvez les bombarder. Non, des bombes nucléaires, pas des missiles, des bombes nucléaires que vous pouvez lâcher par gravitation. Eh bien, le F-35, et donc les États-Unis disent, nous vous donnons notre technologie, mais si on parle en profondeur du F-35, vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement choquant. Le F-35, c'est un avion... c'est incroyable. Le F-35, c'est un avion dans lequel les États-Unis mettent des boîtes noires et d'autres systèmes embarqués qui permettent aux États-Unis de savoir tout ce que les États qui ont le F-35 font. C'est-à-dire que quand vous avez le F-35, dans votre pays, les États-Unis savent tout ce que vous faites. Tous vos essais, toutes vos infos remontent aux États-Unis. Comment on peut acheter un tel avion? La souveraineté. Comment je peux acheter un avion et celui qui me vend l'avion, c'est tout de l'avion? Pour ce qui est des bombes, ce sont les États-Unis qui ont les codes du nucléaire. C'est-à-dire que tu achètes un avion avec du nucléaire dedans, avec des bombes, mais tu ne peux pas les lâcher si les États-Unis ne sont pas d'accord et s'ils ne te donnent pas les codes. Attendez un peu à un moment donné, c'est pas sérieux un tel système. Et pourtant, tous les pays que je vous ai cités ont acheté le F-35. Hyper cher, hyper défaillant, et qui pire, les lits aux États-Unis. Tu ne peux donc pas t'imaginer que tu vas bombarder les États-Unis avec tes F-35, bien évidemment. Non. Mais tu ne peux pas bombarder quelqu'un que les États-Unis ne veulent pas que tu bombardes. Tu as donc acheté quoi? Tu as pris de l'argent du contribuable de ton pays pour aller t'endetter, pour aller t'enchaîner, pour aller te mettre
Ça n'a aucun sens. Le seul pays qui échappe à ça, c'est la France. C'est le seul. Même l'Angleterre qu'on appelle un pays nucléaire. Le nucléaire en Angleterre, ce sont les États-Unis qui ont les codes. Voilà comment est-ce que les États-Unis s'enrichissent grâce aux crises, grâce à l'OTAN surtout, et comment ils font payer aux gens des équipements que eux-mêmes ils contrôlent, qui sont défaillants, et que toute personne logique n'achèterait pas. Mais c'est ça la puissance de la diplomatie américaine. America first. In America, we believe and we trust. Dites-moi ce que vous en pensez. Et partagez la vidéo pour qu'on arrête d'être naïf. Les guerres, c'est des moyens de faire beaucoup de fric. Beaucoup de fric. Et il ne faut pas qu'on soit naïf là-dessus. Demain, on parle d'autre chose.